Fréquence Première, Véronique Tiberghien. Nous parlons donc aujourd'hui de ces personnes esseulées chez elles qui meurent parfois dans l'oubli le plus total et comment gérer ce genre de situation aujourd'hui en 2018 alors qu'on nous annonce que la population vieillissante est en grande augmentation, qu'on n'a pas aujourd'hui de solution réelle, même s'il y a beaucoup de réflexions qui se font justement par rapport à la prise en charge de cette population dont nous ferons partie à un moment ou à un autre. Il est donc peut-être bon déjà de voir comment se passe ce genre de situation. Ce qui a éveillé notre intérêt, c'est l'article publié dans la 10e édition du magazine Médor, que vous pouvez toujours retrouver dans les kiosques. Article signé par Anne-Cécile Huard. Bonjour. Bonjour. Article qui commençait ainsi, Emma de... Alors c'est Kayla Duquela. Kayla Martin, qui est morte dans la solitude la plus complète, elle était ma voisine. Ouais. C'est une accroche qui est percutante et c'est l'histoire que vous avez véritablement vécue. Oui, tout à fait. Ça part vraiment d'une expérience personnelle. Donc, elle était ma voisine du dessus. Depuis 12 ans, on se croisait, mais je la connaissais pas vraiment. Elle avait un physique assez particulier. Voilà, sans la connaître, on aurait pu croire qu'elle était sans abri. Elle était toute petite, avec plus de dents et une énorme perruque, un peu comme la reine Fabiola. Et voilà, donc on se croisait, mais je la connaissais pas jusqu'au jour où elle a fait une chute. En fait, elle a fait un malaise dans le hall. Et donc je l'ai aidée à remonter jusque chez elle. Et je lui ai demandé si elle avait un médecin ou quelqu'un, un proche, un parent, enfin un enfant ou quelqu'un que je pouvais éventuellement contacter. Et voilà, elle a nié, fait comme si elle ne m'entendait pas. Et puis on a commencé elle a commencé à me demander de l'aider à faire ses courses. Donc on se glissait des petits mots sous la porte. Elle me donnait sa liste de courses, du riz au lait, des œufs. Et voilà, on a commencé comme ça à échanger. Et alors une autre particularité de Madame Martin, c'est qu'elle jurait, qu'elle criait nom de Dieu à longueur de journée en fait. Et donc j'entendais ça au-dessus de chez moi. J'ai mis un certain temps à comprendre que c'était elle qui criait comme ça. Et puis un jour je l'ai plus entendue. Donc j'ai attendu quelques jours et puis voilà, je m'inquiétais et j'ai mis un mot en dessous de sa porte en demandant si tout allait bien. Et 2 jours après, le mot était toujours là. Et donc j'ai appelé les pompiers qui l'ont découverte. Elle devait être morte depuis au moins 10 ou 12 jours. Donc je pense que si j'avais pas alerté, elle serait restée là un certain temps. Si vous n'aviez pas cessé d'entendre nom de Dieu, tout à fait, ouais. Vous n'auriez peut-être même pas effectivement vous-même alerté quoi que ce soit. Vraiment. Et on sent dans l'article, parce que vous en faites un récit qui est extraordinaire, Anne-Cécile, c'est terriblement bien écrit. Il y a de l'humanité, mais c'est pas non plus du misérabilisme. C'est vraiment, on sent que vous avez été touchée et qu'à ce moment-là, vous avez eu vraiment une réflexion sur cette personne. D'une part, vous avez voulu réhabiliter un peu qui elle était, et d'autre part, vous posez la question de savoir, mais comment est-ce possible qu'on en arrive là, que ça se passe ? Oui, voilà. Et puis j'ai eu aussi envie de savoir qui elle était, parce en la raccompagnant dans son appartement, j'ai vu qu'il y avait des beaux meubles. Et puis il y avait une photo d'elle au mur, peut-être 20 ou 30 ans plus tôt. J'ai dit, tiens, oui, elle a été jeune, en fait. Elle a eu une vie. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches, bêtement, en tapant son nom dans Google. Ouais. Et donc, j'ai découvert qu'elle était, en fait, mécène pour... elle avait des prix, donc il y a deux prix qui sont attribués à son nom depuis une vingtaine d'années, via l'Académie royale des Beaux-Arts, voilà, une institution assez prestigieuse. Et puis l'association des écrivains belges de langue française également, une institution assez renommée. Et donc il y a depuis 25 ans 2 000 €, donc pour les 2 prix, 1 000 € pour chaque prix, qui sont attribués donc chaque année. Donc en fait, voilà, c'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui, en fait, non. Cette dame. Et j'ai contacté une personne de l'association des écrivains belges de langue française, qui, pour elle était déjà morte depuis longtemps, donc elle ne s'était même pas préoccupée. Elle était même choquée de se dire, ah oui, tiens, en fait, personne ne s'est jamais inquiété de savoir ce qu'elle devenait, ne l'a conviée pour la remise des prix ou quoi que ce soit.
Donc voilà, j'ai trouvé ça effectivement assez touchant. On va revenir sur les autres pistes aussi que vous avez explorées, parce que du coup, vous avez interviewé toute une série de témoins qui tournent autour de ce genre de situation et qui montrent à quel point elles ne sont pas banales, elles ne sont pas isolées, ces situations, et qu'il en existe bien d'autres. Et c'est peut-être aussi pour réagir à ce genre de situation, Claire de Kerotem, que c'est fondé sous votre idée, vos auspices et votre bonne volonté, l'ASBL Un Toit Deux Âges, qui en quelques années connaît un très joli succès. D'un peu moins de 50 personnes, on passe aujourd'hui à peu près 450 participants. Et l'ASBL propose à des personnes isolées de pouvoir héberger chez elles une personne plus jeune, et à cette personne plus jeune de pouvoir répondre à un besoin de se loger qui n'a pas pu se trouver dans les cotes ou dans les appartements qui sont ultra chers, on le sait bien, et de pouvoir ainsi vivre une espèce de communauté, une communauté qui répond aux besoins des uns et des autres. C'est exactement ça. C'est vrai que ce genre d'histoire est absolument horrible et c'est vraiment ce qu'on souhaite absolument éviter au maximum. Et je crois que la présence d'un jeune chez une personne âgée permet justement d'éviter une issue fatale comme celle-ci par cette présence, ce jeune qui rentre tous les soirs. C'est vrai qu'on a des seniors qui nous disent mais quelle joie d'entendre la clé qui se tourne dans la serrure le soir. C'est le soleil, c'est la jeunesse qui rentre, c'est des histoires qui sont racontées de la journée. C'est un peu d'évasion pour ces personnes âgées. Et voilà, c'est aussi une sécurité, parce qu'évidemment, elles ne sont pas seules, donc si elles tombent, s'il arrive quoi que ce soit, quelqu'un est là pour prévenir la famille, un médecin. Voilà, je crois que cette solitude des personnes âgées est très importante. Il y a de plus en plus de personnes âgées, comme vous le disiez. Donc voilà, c'est une solution en tout cas qui peut permettre de résoudre ce problème-là. Et des personnes qui sont parfois obligées de rester chez elles par manque de moyens pour se retrouver dans des structures, ou par manque d'accompagnement de leur famille, parce que cette famille n'est plus là ou n'existe plus, et qu'elles ne sont pas capables de prendre ce genre non plus de décision seules ou de faire les démarches, ce qu'on peut comprendre. Il existe évidemment, comme je le disais, aussi des services qui peuvent aider. Pourtant, ces services sont soit méconnus, soit parfois débordés aussi. Parce qu'il faut bien le dire, on l'a dit aussi, le nombre de ce type de personnes qui veulent rester chez elles en autonomie est en une explosion, et pour le moment, on ne peut pas répondre à tout ça. Non, ça c'est sûr qu'on peut pas répondre, mais donc un toit deux âges peut être une solution, une alternative en tout cas. On peut rester chez soi plus longtemps. Voilà, ça permet vraiment, je crois, c'est ça, permettre aux personnes aînées de rester le plus longtemps possible chez soi. C'est leur volonté quand ils viennent près de vous. Oui, tout à fait. Je crois qu'on n'a pas vraiment envie d'aller dans une maison de repos. C'est pas forcément l'idéal. Ça donne pas très envie. Et rester, gagner quelques années chez soi dans son cadre, avec ses souvenirs, c'est vraiment un rêve de tous. Et voilà, cette présence permet de le faire. Alors, on peut le faire quelques années. C'est vrai qu'à un moment, il faut aller en maison de repos. Il y a le côté de la santé qui ne permet plus de rester chez soi. Mais si on peut gagner quelques années, vous connaissez la phrase d'Oscar Wilde qui dit essayez, il ne faut pas donner des années à la vie, mais essayer d'ajouter de la vie aux années. Voilà, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire au quotidien, en tout cas au sein de l'ASBL. Parmi les messages que l'on a reçus, est-ce que mourir seul n'est pas parfois mieux que d'être mal accompagné ? Je laisse son auteur, bien sûr, responsable de ses propos, mais peut-être c'est une réflexion à avoir aussi. Il n'y a pas que les personnes âgées qui sont seules, la maladie chronique, les personnes en difficulté, etc. Il y a une inertie des pouvoirs en place. Il faut être le bon chômeur, malade, sans papier, etc. L'isolement social est très mal pris en compte. On peut se voir refuser une aide pour des raisons absurdes. Et c'est le parcours du combattant, voire la triple peine. Suite au prochain SMS, nous dit cette personne. On va parler aussi des autres messages qui nous sont arrivés. Il y avait le message de Patricia qui parlait de sa belle-mère qui était assez visiblement pas hyper sympa avec la famille quand elle la voyait. Il y a Valérie, elle, par contre, qui réagit aussi. Ma grand-mère est âgée et en assez bonne santé, mais la famille voit bien qu'elle a du mal à gérer son alimentation, qu'elle a quelques pertes de mémoire et qu'elle s'ennuie. Elle refuse d'entendre que ça inquiète la famille et ne veut entendre aucune proposition de changement, même lui permettant de rester chez elle. À ce train-là, elle risque bien de finir sa vie chez elle par accident. Avez-vous des conseils pour ce genre de cas ? Alors, on n'a pas de spécialiste en la matière, mais pourquoi, de toute façon, maintenir le dialogue, parce que dans le cas de la personne dont on parle avec vous, Anne-Cécile, elle est vraiment totalement isolée. Oui. Plus personne qui vient chez elle. Non, j'ai jamais vu qui que ce soit
venir la voir. En fait, elle attendait la mort simplement. Plusieurs fois, elle m'a dit voilà, j'attends. Elle m'a montré le tas de documents à côté de son lit, officiel, voilà, donné au notaire. Et voilà, elle a même demandé à son médecin de faire une piqûre, comme elle disait, mais il n'a pas voulu. Et voilà, elle attendait, je pense, elle attendait plus que la mort, et jamais personne n'est venu la voir. Mais elle a aussi un peu construit, j'ai l'impression, sa solitude, parce qu'elle n'entendait plus très bien. Elle avait des difficultés pour parler, et donc je pense que c'est ça aussi qui a dû faire que elle s'est retrouvée vraiment très isolée. On parlait d'aspect acariâtre. Au début, elle est un peu acariâtre. Oui. Pas forcément hyper sympa non plus. Mais oui, enfin là, voilà, elle m'agrippait le bras là, en me parlant de choses que je ne comprenais pas toujours bien. Elle parlait de la reine Astrid ou ou de mon fils. Voilà, je voulais toujours lui parler de la reine Astrid et lui donner des images de la reine. Et voilà, c'était particulier. On va revenir sur tout cela. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'article d'Anne-Cécile dans le Médor, qui est toujours en kiosque aujourd'hui. C'est la 10e édition. Tendance première. Beaucoup de messages qui nous sont arrivés sur le fait d'être seul chez soi, et que effectivement ça ne concerne pas que les personnes les plus âgées. Il y a aussi des personnes qui sont bloquées chez elles à cause de la maladie ou ce genre de choses, et qui se retrouvent un peu aussi dans le même état. La solitude n'est pas suffisamment prise en compte ou ni en charge par notre société, nous dit-on. Et puis pour la suite du SMS de la personne qui parlait des maladies chroniques et qui nous signalait qu'on peut se voir refuser une aide pour des raisons totalement absurdes. Elle essaye de développer une association réseau solidaire. C'est très dur. Il est temps que les mentalités changent, nous dit cette personne. On se fera un plaisir de vous mettre en contact si jamais vous êtes intéressé, évidemment. Parmi les messages que l'on reçoit, il y a beaucoup aussi de réactions par rapport à l'euthanasie et la loi de l'euthanasie. Des personnes qui réclament effectivement qu'aujourd'hui il y ait un changement sur cette loi et que l'on puisse bénéficier d'une demande d'euthanasie volontaire à partir d'un certain âge ou sous certaines conditions, peu importe, mais que j'aime beaucoup la réflexion de Robert qui nous dit on a eu toute une vie pour réfléchir à ça aussi, et même si on perd un tantinet, nous dit-il, la tête en fin de vie, on est quand même capable de dire ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas pour soi, et le moindre des choses serait de pouvoir au moins respecter ces volontés-là aussi, nous dit-on. On a par téléphone Françoise de Breuer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Françoise, vous faites partie de ces bénévoles. Alors, en ce qui vous concerne, c'est à la commune de Jette, mais vous faites partie de ces bénévoles qui accompagnent souvent ces personnes à leur dernière demeure lorsqu'il n'y a personne pour les y accompagner, plus de famille, et que seul le service des pompes funèbres peut encore être présent. Comment ça se passe concrètement, Françoise ? Mais disons qu'il y a 6 ans, l'information de la commune de Jette faisait un appel pour appeler pour que des personnes puissent aller au cimetière rendre un dernier hommage à ces personnes qui sont totalement isolées. Donc c'est une équipe qui s'est mise en route il y a maintenant 6 ans. Et donc régulièrement, nous avons un appel de la part de la commune pour aller au cimetière à une heure bien précise pour être là et rendre hommage à cette personne qui est décédée sans accompagnement et qui est totalement seule. Mmh. C'est donc la commune qui au départ fait la démarche de faire appel à vous. C'est la commune elle-même qui a fait une démarche il y a 6 ans. Et donc il y a eu un appel, une information, et il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Au départ, on était une vingtaine de répondants, et puis à l'heure actuelle, disons qu'on est certainement 12 personnes qui sommes appelées quand il y a un décès et qu'il n'y a personne pour les accompagner. C'est ça. Est-ce que ça arrive souvent ou de plus en plus souvent, ou c'est assez régulier mais ça reste anecdotique comme événement? Mais je dirais que, je ne sais pas, les isolements, en fait, c'est souvent des personnes qui sont décédées à l'Uzette. Qui est sur le territoire de Jette et qui sont donc arrivés là, et il n'y a pas de famille, il n'y a personne. Même si la commune fait une enquête, parfois il y a même des personnes qui peut-être ont quelqu'un, mais que ce quelqu'un ne veut pas venir. Donc voilà, on est appelé, je dirais, en moyenne une quinzaine de fois par an.
Alors, Françoise de Breuer, une fois que vous êtes sur place, en fait, est-ce qu'on vous demande des choses particulières, puisque il n'y a pas de famille, on ne connaît pas forcément les volontés du défunt non plus. Comment ça se passe sur place? Non, il n'y a aucun renseignement de volonté du défunt. Il y a qu'on nous dit son nom, qu'on nous dit son âge et qu'on nous dit à l'endroit où il sera inhumé. Mais à Gênes, on a un très bel endroit à l'entrée du cimetière, comme un endroit d'au revoir, une espèce d'accueil vitré comme ça qui est très beau. Et donc c'est là que toute personne qui a des funérailles à Gênes est amenée pour que la famille et l'entourage puissent lui faire un dernier adieu. Et donc c'est là que les pompes funèbres amènent le cercueil, nous expliquent le nom du défunt et la commune met une fleur d'hommage et il y a toujours un mot qui est fait par la commune que l'un de nous lit, mais à côté de ça nous pouvons aussi réagir et dire un poème, dire une parole, de dire un au revoir, quoi. C'est ça, il y a une participation active quand même, vous n'êtes pas juste là pour faire acte de présence, il y a un hommage qui est rendu malgré tout. Tout à fait, mais qui est libre à chaque personne de le faire, c'est ça. Comme elle le souhaite. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Françoise, qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette démarche ? Alors, je dirais que dans mon parcours de vie, j'ai été aide-soignante aux soins palliatifs. Et j'ai aussi été bénévole animatrice pastorale dans la paroisse dans laquelle je me trouve. Et donc, j'ai aussi, à ce moment-là, vécu les deuils et funérailles en allant rendre visite aux personnes endeuillées pour préparer les funérailles. Et en fait, quand il y a eu cet appel de Gênes, je trouvais que c'était tout à fait dans mes cordes. Et je suis aussi assez étonnée. Je fais des visites dans les Haumes et je suis quand même étonnée de voir le nombre de personnes qui sont seules, qui n'ont pas de famille. Oui. Et donc, moi, je suis issue d'une grande famille. Et donc, je trouve quand même que c'est quelque chose qui vous perturbe, qui vous interpelle en tout cas. C'est la peine, qui m'interpelle, oui, c'est vraiment bien le mot, qui m'interpelle de me dire que voilà, on peut s'en aller sans personne autour de soi et donc c'est ça qui me motive pour continuer à le faire. En tout cas. Tant que je pourrai bouger, quand je pourrai encore le faire, je le ferai. Et est-ce qu'il faut un profil particulier ou je sais pas, des aptitudes ou un parcours de vie particulier, un peu comme le vôtre, parce que vous avez côtoyé finalement pas forcément la mort, mais en tout cas la fin de vie et l'accompagnement en fin de vie pendant de très nombreuses années. Donc c'est quelque chose que vous connaissez. Mais dans les gens qui font ça avec vous à la commune de Gênes, est-ce qu'il y a des profils particuliers ou des choses particulières à faire pour participer bénévolement à cette activité ? Non, absolument pas. Je pense qu'on est tout arrivé, on ne se connaît pas, on n'a pas vraiment des relations les uns par rapport aux autres. On a répondu à l'appel de Gênes et on est là. Et je crois que ce qui motive tout le monde, c'est justement de pouvoir de valoriser cet aspect de dignité. Oui. On ne peut pas s'en aller comme ça. Il faut quand même qu'on puisse être salué. Il y a un aspect de dignité, un aspect d'humanité qui certainement motive toutes les personnes à se trouver là. Françoise, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc bénévole dans la commune de Gênes pour accompagner à leur dernière demeure des personnes qui sont décédées et esseulées, qui ne seraient seules aussi dans la mort si vous n'existiez pas. Ça existe dans d'autres communes. C'est un service qui n'est pas forcément non plus répandu partout en Belgique, mais qui existe dans d'autres communes. Donc c'est bon de mettre un petit coup d'œil sur votre travail, parce que je trouve que c'est extrêmement humain et plein d'espoir aussi. Il y a une espèce de lumière autour de ce que vous faites, je trouve, et je vous dis ça vraiment sans flagornerie aucune. Je trouve que c'est une démarche qui, moi, me fascine complètement, mais dans le bon sens du terme, avec un aspect très, très respectueux. Voilà, je voulais vous le dire. Merci Françoise. Je vous remercie. Merci, voilà, bonne continuation à vous. Merci. Anne-Cécile Huard, dans le cas de votre voisine, il y a aussi
aussi eu... alors vous vous êtes renseigné pour savoir comment et quand elle allait être inhumée. Vous n'avez pas eu l'information. Voilà, avec un voisin, on a essayé de se renseigner auprès du notaire. Et voilà, il ne nous a pas répondu, malheureusement. Donc, elle est vraiment... voilà, elle était enterrée avec les fossoyeurs et c'est tout, quoi. Et le personnel des pompes funèbres. Voilà, dommage. On a Hugues qui a réagi, il est généraliste. Il n'est pas le seul à réagir d'ailleurs en tant que médecin. En tant que généraliste, j'ai parfois assisté seul aux funérailles d'une patiente. L'accompagnement des défunts est très bien, mais c'est surtout quand ils sont vivants qu'il faut s'occuper des gens isolés. Il existe des associations pour cela, encore faut-il signaler aux volontaires qui font ce bon travail. Exemple Saint-Vincent-de-Paul, mais aussi certainement des associations laïques, nous dit Hugues. On a 2 médecins qui ont réagi en nous disant qu'effectivement, souvent, ce sont des médecins et des notaires qui se retrouvent aux enterrements des personnes là où il n'y a plus de famille et que ça lui... on a Patrick qui nous dit il m'est arrivé 2 fois d'accompagner des personnes dans leur fin de vie et de les accompagner jusqu'au cimetière, de ne pas forcément être seul à chaque fois, mais en tout cas de vouloir être présent de peur qu'il n'y ait personne d'autre. Je trouve ça aussi très très beau. Et je vous remercie pour vos témoignages qui peuvent encore nous arriver au 02 737 26 06 par SMS 60 31 ou bien un courriel tendancepremière@rtbf.be. Tendance première, Véronique Tiberghien. Avec Anne-Cécile Huard, journaliste pour le magazine Médor, que vous retrouvez encore en kiosque, et cette histoire autour de Emma Ducélia Martin, avec aussi beaucoup de personnages qui tournent autour, l'air de rien, et tous ces gens que vous avez finalement rencontrés à la suite du décès de votre voisine, notamment les policiers, le médecin légiste, qui vous racontent un peu comment ça se passe et qui vous montrent à quel point ça arrive régulièrement quand même. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un médecin qui doit constater le décès. Oui. Donc, quand des pompiers, des policiers, enfin, les policiers doivent de toute façon venir sur place quand il y a un décès, mais ils doivent faire attester le décès de la personne par un médecin qui n'est pas toujours disponible. En plus, ils sont pas toujours très bien payés et avec beaucoup de retard, donc c'est parfois très compliqué simplement de faire venir un médecin sur place. Et effectivement, les policiers qui interviennent, ça leur arrive très souvent de découvrir des personnes décédées, parfois depuis un certain temps. Donc, comme m'expliquait un policier de la zone Midi. Et apparemment, il y aurait entre 10 et 15% des décès, des crimes, des homicides qui ne seraient pas vraiment... qui n'entrerait pas dans une procédure judiciaire parce que on estime que le décès est naturel. Oui. Et donc il n'y a pas d'enquête qui se fait alors que parfois il y a eu une intervention d'un tiers. D'un tiers et qu'elle n'est pas relevée suffisamment à ce moment-là. Tout à fait. Et puis il y a le notaire aussi. Alors dans le cas de Madame Martin, il le précise aussi, là au moins les choses sont claires. Elle a fait un testament, il est très précis, il est très clair. C'est pas toujours comme ça non plus. Voilà, il y a un notaire de la Louvière qui m'expliquait qu'il a un dossier qui traîne depuis une 30aine d'années parce que c'était 2 sœurs qui n'arrivaient pas à s'entendre et voilà, il n'y a pas... Donc pour le moment, l'argent reste bloqué. Ils font parfois appel à des généalogistes aussi quand ils n'arrivent pas à retrouver facilement les héritiers. Et puis parfois l'argent revient à l'État simplement. Il y a à peu près 15 millions par an qui reviennent à l'État. Qui reviennent dans les caisses de l'État, voilà. Avec l'ASBL Un Toit 2 âges, Claire de Carothème, on parle évidemment de pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible, en étant accompagné, en n'étant justement pas isolé, puisqu'on héberge un jeune. Alors, les choses sont très claires aussi, on n'héberge pas un assistant social ou un aide infirmier ou ce genre de choses. Hein. Dans les contrats, les choses sont très claires, chacun mène sa vie, mais voilà, il y a un contact, il y a une relation quand même qui se noue. Tout à fait, et surtout aucun soin médicaux. Ce ne sont pas des infirmières, comme vous disiez, ni des médecins, même s'ils sont parfois en études de médecine en 6e année, mais non, ça c'est vraiment clairement noté. Pas de responsabilité de ce côté-là. Ils sont vraiment juste là pour prévenir un médecin, éventuellement, mais c'est tout, ça s'arrête là. Quel est le profil des jeunes
qui s'adressent à la SBL et qui participent à cette aventure? Écoutez, ils sont très nombreux. Je crois que d'une part, on a des étudiants qui quittent un peu le cocon familial de papa et maman, qui arrivent dans une nouvelle ville où ils ne connaissent personne. Et voilà, ça rassure un peu tout le monde d'être dans un cadre encore un peu familial avec une grand-mère, entre guillemets, qui est là pour les accueillir. Et on remarque aussi beaucoup d'étudiants qui arrivent après peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans en côte et qui en aura le bol du bruit, de faire la vaisselle des autres, etc. et qui recherchent un endroit calme pour terminer leurs études dans un endroit serein et voilà, qui facilite la réussite des études. Et le profil des personnes âgées? Alors le profil des personnes âgées, on constate au sein de la SBL beaucoup de dames seules, puisqu'elles constituent quand même 76% de nos membres. Oui. Donc je ne sais pas où sont les hommes, mais en tout cas, ils ne nous contactent pas trop. Oui. Ce sont vraiment beaucoup de femmes seules qui nous appellent. Mais est-ce que les hommes seuls ne se disent pas que c'est peut-être plus difficile en tant qu'homme justement d'accueillir un jeune Je ne sais pas. En tout cas, ceux qui nous ont appelés sont vraiment super. Oui. Ce sont vraiment c'est aussi un parcours de vie extraordinaire et avec beaucoup de partage. Donc, non, on aime bien les hommes. Ça se passe bien de manière générale? Oui, je ne vais pas vous dire non. Vous venez pas me dire non, évidemment. Bon, j'imagine qu'il y a des petits couacs de temps bien en temps, sûr, des incompréhensions, des malentendus. Tout à fait. Ça va arriver. Tout à fait, mais je crois que c'est justement le rôle de la SBL d'être là, d'être présent, de bien sélectionner en amont les deux profils, d'essayer de créer ce binôme au mieux pour qu'il y ait le moins de soucis et de suivre tout au long de l'année ce binôme pour qu'il n'y ait pas de couac. En tout cas, on intervient bien sûr, on fait une petite médiation s'il le faut, quitte à interrompre un binôme si vraiment c'est le souhait de chacun. Mais on ne va pas forcer à cohabiter 2 personnes si ça ne va pas, c'est bien sûr. Vous fêtez, entre guillemets, vos 10 ans d'existence bientôt? Dans 1 an. Dans 1 an, oui. Tout à fait. Vous ferez un beau bilan? Eh bien écoutez, oui, on va faire une belle fête et on va en profiter aussi pour accueillir le 6e congrès mondial du logement intergénérationnel. Ah, voilà, d'accord. je vous l'annonce, c'est une grande première. Voilà, dans 1 an pile. Je prends une option pour une émission. Chouette, avec plaisir. On aura l'occasion de savoir. Avec effectivement cette option du logement intergénérationnel qui commence à bien se répandre aussi, avec peut-être des évolutions à imaginer ou à voir. Oui. Et c'est une des solutions ou une des propositions qui peut être faite aux personnes âgées chez elles, qui veulent rester chez elles, sans être totalement isolées. Il y en a d'autres et on aura peut-être l'occasion d'y revenir à l'occasion d'autres émissions. Mais en tout cas, je vous remercie d'être venu nous parler de la SBL Un Toit, 2 âges. Et puis, je rappelle aussi en kiosque la 10e édition du magazine Médor et notamment l'article de Anne-Cécile Huard. Merci beaucoup Anne-Cécile et encore bravo pour ce très très bel article.